y a eu beaucoup d'aléas dans le développement de la recherche sur l'intelligence artificielle et que là aujourd'hui il y a eu un nouveau boom qui permet d'envisager de nouvelles applications qui sont bien impressionnantes. J'étais bien marqué en tant que musicien par celle du logiciel qui t'accompagne en musique à partir du moment où tu lui as donné quelques notes. Dans cette conférence, j'ai parlé d'intelligence artificielle, qui est du coup un des grands thèmes des sciences cognitives en général, et qui a existé en fait depuis l'origine des sciences cognitives. Ça a toujours été un but, même on peut dire chez les humains, d'essayer de comprendre ce que c'était que leur intelligence et d'essayer de créer des machines, ou on appelait ça des automates, qui pourraient avoir les mêmes attitudes intelligentes que les humains. C'est redevenu très récemment un sujet très à la mode, notamment dans des grandes sociétés comme Google et Facebook. Et on a l'impression qu'en fait c'est une révolution récente, alors que ce dont j'ai parlé pendant la conférence, c'est justement d'essayer d'inscrire ça dans la durée et de montrer qu'en fait c'est quelque chose qui est vraiment né, donc l'histoire des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est vraiment né dans les années 50. In the 1950s and 60s, scientists built a few working perceptrons, as these artificial brains were called. He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns. C'est justement les mêmes gens en fait qui ont voulu appeler ça les sciences cognitives parce qu'ils essayaient vraiment de comprendre comment on produit et comment on fait de la connaissance et ceux qui ont justement développé ces premiers modèles informatiques de ce que pourrait être l'intelligence. Et en fait en gros c'est les premiers modèles informatiques de ce qu'est un neurone, de comment un groupe de neurones en s'activant ensemble vont permettre de produire des comportements intelligents. Ce que j'appelle un comportement intelligent, en fait, c'est quelque chose qui va peut-être paraître assez simple à la plupart des gens. Mais par exemple, déjà reconnaître une voiture dans une image, ça a toujours paru être un problème très facile. Dès les années 50, les gens pensaient que ça allait être solutionné dans les années à venir. Et en fait, on n'y est toujours pas exactement. On s'en approche vraiment beaucoup. Et justement, grâce à cette dernière révolution qui a lieu depuis 2012 en sciences cognitives. Mais jusque-là, c'était vraiment un problème insoluble dans lequel les machines étaient vraiment nulles en comparaison de ce que n'importe quel enfant arrive à faire. Les raisons de cette explosion, elles sont assez bêtes en somme. C'est que c'est pas que tout d'un coup quelqu'un est venu avec une nouvelle découverte, il n'y a pas eu une vraie rupture scientifique, c'est juste qu'en fait il y a eu une convergence entre plein de choses assez pratiques. C'était l'augmentation de la puissance des ordinateurs, grâce aux jeux vidéo, des cartes graphiques de plus en plus puissantes qui permettaient de faire des traitements de plus en plus importants, et surtout la disponibilité en fait de grandes bases d'images. Ça c'est en particulier dans la vision, donc pour toujours cette histoire de reconnaître un objet dans une image, on avait en fait les mêmes réseaux de neurones qui existaient dans les années 80 on va dire. Le seul problème c'est qu'en fait on n'avait pas d'ordinateur assez puissant et pas assez d'images pour les entraîner. Et donc en fait c'est juste ça la révolution qu'il y a eu il y a 5 ans, c'est que il y avait Google, Facebook et des grosses sociétés comme ça qui ont des bases de données gigantesques d'images, des millions, des milliards d'images, et c'est ça qui a permis en fait d'entraîner ces réseaux de neurones. Il a juste fallu quelques astuces et d'une bonne puissance de calcul et de beaucoup d'images pour les entraîner. Et on arrivait à mimiquer en fait l'intelligence humaine dans certains cas très précis. Il y a certaines applications qui peuvent être effrayantes, mais il y a aussi plein d'applications qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas oublier, qui peuvent être très bien, comme donc pour la médecine en général. Donc l'intelligence artificielle pour la médecine, ça peut vraiment être une révolution médicale. Les médecins, ils ont beaucoup de travail, ils sont fatigués, et si on avait des machines qui sont au même niveau que les médecins pour détecter des tumeurs dans une image médicale, ça pourrait être pas mal. On peut imaginer plein d'applications comme ça dans les aéroports pour la sécurité. Donc il y a plein de bonnes applications et qui ont vraiment que des bons côtés. Une des applications qui est vraiment sympa de ces modèles-là, c'est justement d'aller au-delà de la machine qui va nous remplacer pour faire quelque chose. On va créer en fait des machines qui ont une certaine autonomie et avec lesquelles on va pouvoir interagir. Et donc notamment dans le cadre musical, mais en fait maintenant il y a des laboratoires, il y a notamment un laboratoire Sony à Paris qui travaille là-dessus et ils sont en train de développer des machines intelligentes qui sont capables en fait de s'adapter à ce qu'on est en train de jouer et qui sont vraiment comme un musicien de rock ou de jazz qui va écouter en fait ce qu'on est en train de jouer et qui va automatiquement soit le prendre, le transformer pour en faire quelque chose d'autre. Donc on peut imaginer des pédales d'effet par exemple qui soient intelligentes, soit carrément jouer, on pourrait imaginer que que la machine puisse jouer à un rythme automatiquement qui irait avec ce qu'on est en train de jouer.
problème ou qu'est-ce que c'est que la créativité. Et parce qu'on va avoir des machines qui vont être capables de copier la créativité des humains. Il y a des algorithmes qui permettent maintenant d'apprendre le style de Van Gogh, par exemple, et de prendre une photo de vous et d'appliquer le style de Van Gogh sur cette photo. Et donc en fait, il semble qu'il y ait quelques aspects de la créativité, en tout cas le style de peinture, qui puissent déjà être appris par un réseau comme ça. Donc il n'y a rien qui empêche d'imaginer des réseaux qui pourraient produire de l'art. Alors après, ça pose aussi des nouvelles questions philosophiques, mais sous une certaine forme, ça reste de l'art. Cooking